Donc, on démarre avec David Bavrez. Bonjour David, investisseur. Merci de revenir nous voir. Entre guillemets, j'ai mis situation complexe et grave. C'est le Premier ministre lui-même, Li Keqiang, c'est ça, qui l'a dit. Qu'il a dit il y a 3 semaines, je crois que c'est à peu près ça, notamment en parlant du taux d'emploi. Alors c'est le truc qui m'a le plus surpris. Taux de chômage à 6%, certains économistes disent que c'est peut-être le double. Taux de chômage des jeunes au-dessus de 18%. Résultat évidemment des interminables confinements. On en est où aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut... Alors d'abord juste sur la politique zéro Covid et puis ensuite on ira peut-être sur la stratégie plus large du pouvoir chinois, le peu qu'on peut en savoir aujourd'hui. Oui, alors... Mais sur la stratégie zéro Covid, on en est où ? Complexe. La Chine a toujours été complexe. Est-ce que c'est grave, docteur ? C'est lui qui l'a dit, hein, c'est Li Keqiang. Exactement. Et il a dit 75 fois le mot stabilité, ce qui vous prouve que la Chine n'a jamais été aussi instable. Ah ouais. Et pourquoi elle est aussi instable ? C'est que vous avez 4 crises pour le prix d'une. Vous avez la crise du Covid que vous mentionnez. Donc c'est la plus frappante, mais pour moi c'est la moins structurante, parce que le Covid à un moment il va disparaître. La seconde c'est la crise diplomatique, d'avoir parié sur la Russie contre l'Occident quand les exportations chinoises envers l'Occident, c'est 500 milliards de surplus commercial qui sont à risque. La troisième, c'est une crise immobilière qui est l'équivalent du subprime aux États-Unis en 2008. Et la dernière, qui est la plus structurante, dont personne ne parle à ce stade, c'est une crise de gouvernance, c'est une attaque contre le secteur privé parce que ce gouvernement croit dans le capitalisme d'État. Et donc c'est ça pour moi le vrai sujet du 3e mandat qui va commencer. Alors allons-y, on a une petite vingtaine de minutes. Crise Covid. Je vais te le dire avec beauté, ils sont devenus fous avec cette histoire de zéro Covid. On a vu des scènes, David, tu es d'accord avec moi, on a vu des scènes qui sont arrivées jusqu'à nous, d'immeubles de Shanghai en complet confinement, où on a appris d'ailleurs que les gens n'avaient pas à bouffer, et des types qui se mettaient à la fenêtre pour hurler. On n'a vu ça dans aucun pays au monde à ce point-là. C'est la priorité donnée à l'idéologie par opposition à la rationalité économique. La manière de raisonner, c'est dans 30 ans, les livres d'histoire diront, la crise du Covid, en 2020-2022, il y avait un pays qui a su la traiter, c'est la Chine, elle a eu 14 000 morts. Les États-Unis, plus d'1 million, l'Europe, plus d'1 million. Les Chinois ont mouliné un scénario live with Covid, comme Singapour, ils sont à 1,5 million de morts. Donc ils perdent vis-à-vis des US. Donc il y a une idéologie, il faut bien comprendre ces décisions qui nous paraissent absurdes vues de Paris, c'est qu'elles sont, elles sont déterminées. C'est une sorte de match de foot au nombre de morts. Alors malheureusement, c'est pas un match de foot, c'est la guerre. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que quand je suis à Hong Kong, c'est la guerre. Parce que tous les matins, quand j'ouvre le journal, je me dis quel est le missile que les US ont envoyé à la Chine et quel est le missile que la Chine a envoyé sur les US. Donc ça peut être... Alors c'est pas de la guerre, hein, c'est en termes économiques. Je comprends. Donc c'est Ping An, le premier assureur chinois, qui dit HSBC doit être splitté en deux, je veux une partie asiatique, une partie occidentale. C'est le décret que toutes les sociétés étatiques doivent en 4 semaines se débarrasser de tous les computers Dell, HP remplacés par Lenovo. C'est le pétrolier CNOOC qui dit je vends tous mes actifs, il y a pour entre 10 et 20 milliards de dollars, donc c'est pas petit, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, parce que je sais que je vais avoir des sanctions quand je vais racheter. C'est la compagnie nationale pétrolière chinoise, CNOC. Voilà. À l'étranger. Ouais. Et qui dit je vais avoir des sanctions. Le jour où je vais racheter les actifs russes, on va me les saisir. Donc je les vends maintenant, je ne fais pas le coup de BP à me faire voler 25 milliards chez Rosneft. Donc, ça veut dire qu'il prépare le rachat des actifs russes, là, en faisant ça. Ça veut dire qu'il prépare le découplage du monde. C'est-à-dire qu'il y a une vision, le monde, nous retournons à une logique de bloc, et il va y avoir un bloc. La vraie guerre, c'est la désoccidentalisation de la gouvernance mondiale. Mais il ne peut pas. Alors, parce que tes 4 crises, c'est ça que c'était passionnant, parce que toutes sont liées, évidemment. Absolument. Il ne peut pas aujourd'hui. C'est-à-dire que l'usine du monde a besoin du monde pour acheter ses produits. Alors, c'est ça la beauté, c'est que quand on est en économie... Quand je suis à Paris, je suis en économie de paix. Là, c'est merveilleux, il fait beau, tous les restos sont pleins, c'est parfait. Quand je suis à Hong Kong, je suis en économie de guerre. La différence, c'est que l'économie de paix, c'est ce que j'ai connu jusqu'à présent, on est déterminé par la demande de consommateurs. L'économie de guerre, on est déterminé par l'offre. C'est-à-dire qu'en 1942, nos grands-mères allaient chez Beurre au fromage, ils ne disaient pas « je veux du camembert ou du Saint-Martin ». On disait « il y a juste de la tome de Savoie et vous n'avez que ça ». Et donc la Chine fait le pari de la production. Les 20 dernières années, on a fait, vous vous souvenez, le modèle américain, fabless, je crée
de l'intelligence est chez moi et je fais... Bien sûr, non, mais ça, je comprends ça. À l'autre bout du monde, Mais, parce que on est en paix et la mais si tu dis le pari de la production, mais la production, il va falloir qu'il la vende, cette production. S'il découple totalement, s'il s'expose aux sanctions américaines... La beauté, c'est qu'on ne se rend pas compte, et on va s'en rendre compte maintenant, que un tiers des biens intermédiaires de toutes les exportations mondiales sont fabriqués en Chine. Voilà, et qu'on ne peut pas s'en passer. On est d'accord. Voilà. Et donc, il y a une vision... Il y a interview fascinante du ministre des Affaires, du ministre des Finances allemand, il y a 3 semaines, qui dit, en fait, l'Allemagne a commis une erreur, c'est de croire au bilatéralisme. Bien sûr. On a fait du gaz avec la Russie, de la défense avec les US et de la sous-traitance avec la Chine. Et ça nous pète au nez. Et donc, la Chine, elle, dit... moi, je crois au découpling, parce que comme j'ai le manufacturing, je vais être en position de force. Et nous, on doit dire, le bilatéralisme, ça ne marche plus, parce qu'on va se faire avoir par les Chinois. Et il faut qu'on ait une stratégie Chine plus 1 en construisant des supply chains alternatives. Par exemple, dans le reste de l'Asie. Mais ça va prendre un peu de temps. Ça, c'est ce que disent les donneurs d'ordre occidentaux, on est d'accord. Absolument. Voilà, ça, c'est ce que disent les donneurs d'ordre occidentaux. Exactement, parce qu'autrement, on voit bien Apple, prenons l'exemple d'Apple. Apple, 90% des produits d'Apple sont faits en Chine. Ouais. Là, de manière triomphale, ils ont dit on va aller en Inde, on va passer de 3,5 à 7%. Ouais. Bon, ça ne change pas vraiment les Voilà, c'est ça. Donc, le pari de Xi Jinping, et c'est pour ça qu'il va y avoir un fort ralentissement chinois, c'est de dire je ne me développe pas par les services comme les États-Unis. Parce que ça va faire que mes citoyens vont développer le libre arbitre et ça va finir en démocratie. On va y aller, on va parler de la tech, on va y aller dans un instant, effectivement. Mais à l'inverse, ce que je veux, c'est monter en gamme. C'est le modèle allemand. Je veux monter en gamme en manufacturing à forte valeur ajoutée, avec des salaires très bas, ce qui fait que je serai très compétitif. J'ai un surplus commercial, un surplus de la balance des paiements, j'ai une monnaie qui monte et qui est crédible, et c'est comme ça que je vais chercher à... C'est un jeu super dangereux, David, parce que le Chine plus 1, le plus 1, il peut quand même... C'était une statistique formidable que nous avait donnée un important cabinet d'audit sur les demandes d'audit qui sont faites aujourd'hui par les grands donneurs d'ordre occidentaux. La Chine s'effondre, le Mexique monte en puissance de manière très très rapide, l'Inde monte en puissance de manière très très rapide, donc les paires de marché... Une grande banque d'affaires la semaine dernière qui a demandé aux directeurs financiers, aussi bien de sociétés chinoises qu'étrangères en Chine, et ils disent, on va, entre guillemets, on va pas délocaliser, mais notre investissement marginal aujourd'hui, on le met au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. Parce qu'on veut, c'est là qu'on veut sécuriser notre approvisionnement. Donc on est en économie de guerre, c'est l'intendance. L'intendance ne suivra pas. C'est ça. Et donc, dans toutes les sociétés, c'est le chef de la production maintenant que tout le monde écoute. Alors qu'avant, c'était le directeur des ventes. Et ça s'inverse. Je reviens sur le zéro Covid. À un moment, il ne risque pas. Alors là, visiblement, les choses se sont calmées. Le Covid, c'est juste le Covid qui s'est calmé. Ce n'est pas les choses, c'est le Covid. Il va revenir. Même, c'est ça que je trouve fascinant. C'est que même la Nouvelle-Zélande, s'il y a un endroit là, tu as une petite île avec pas beaucoup de monde, même la Nouvelle-Zélande n'y est pas arrivée. Comment ils peuvent croire y arriver? C'est là où c'est fou. Profitons plutôt que de les critiquer. Profitons de l'occasion pour leur dire, le coût de la coopération, c'est quoi? Si vous prenez BioNTech, vous ne prenez pas de technologie américaine, prenez de la technologie européenne, BioNTech. Pour 40 milliards de dollars, on vous vaccine toute votre population de manière très efficace. C'est une journée de PNB. Donc le coût, mais ça, c'est inacceptable. Le coût de la non-coopération pour vous, Chinois, est très supérieur au coût de la coopération avec l'Europe. C'est ça le message qu'on doit développer. Et donc il faut comprendre. Et il peut passer ce message ? Il va passer au forceps, il ne va pas passer tout seul, ça va de soi. Parce qu'ils vont d'abord s'enfermer en disant le découplage, nous n'avons besoin de personne. Et on sait très bien que chaque fois que la Chine s'est fermée historiquement, elle était dans le mur. Mais c'est ça le travail qu'il faut qu'on fasse. Donc il faut qu'on leur dise, plutôt que le découplage, passons du bilatéralisme au trilatéralisme. Et développons les choses en face. Et on ne va pas s'aligner systématiquement sur les Américains et on est prêt à faire des choses avec vous. Alors c'est là que alors je ne sais plus si c'était ta deuxième ou ta troisième crise, c'est ta deuxième crise. C'est là que ta deuxième crise tombe mal. Parce que tenir ce discours-là, au moment où la Chine... Mais alors ça a l'air d'être clair pour toi. Moi j'avais l'impression que c'était moins clair. Soutient ou soutient pas Poutine, ou regarde un peu ce qu'il fait, trouve que quand même il déconne un petit peu et que... Alors, n'importe qui a négocié avec les Chinois quand ils sont 10 fois plus forts, parce que le PNB
chinois est 10 fois celui de la Russie. Qu'on sait qu'il va y avoir un pipeline de gaz qui va emmener tout le gaz qu'il y a en Europe vers la Chine à partir de 2028-2030. C'est-à-dire que c'est un business qui n'a qu'un client à la sortie qui s'appelle la Chine. Tout le monde sait que quand on négocie avec la Chine que la Chine est le seul client et que la Chine est 10 fois plus grosse, on se fait plumer. Ouais. Donc il va de soi que, de manière ultime, la Russie se fera plumer. Ouais. Et donc ça, il faut qu'on travaille avec nos amis russes en leur disant... Mais c'est plus nos amis, David, c'est pas possible. Exactement, tu peux pas dire nos amis russes. Alors ça, je le reconnais en plus. Et ça va prendre du temps. C'est un peu ironique, hein, les amis russes. Ah d'accord. Non, parce que ça... Et donc, tu sais, c'est pas très très loin des formules de Macron. On en pense ce qu'on veut, mais il faut pas humilier la Russie, etc. Machin, tout ça. Il faut quand même vous rendre un hommage au président Macron d'avoir réussi à réunir à la fois les Russes et les Ukrainiens sur une chose, c'est quand il y en a un qui parle 10 minutes pour rien dire, il dit « arrête de macroner ». Donc au moins, ils sont d'accord là-dessus. Mais nous, ce qu'on doit faire, ce qui est intéressant sur cette guerre, c'est que d'abord, cette guerre, elle n'est pas du tout russo-ukrainienne quand on vient... Non, mais restons sur la Chine, David, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire. Restons sur la Chine. Pour toi, le choix, il est purement cynique. C'est-à-dire, il y a une masse de matières premières à siphonner, on va la siphonner, et comme les Russes sont à genoux, on va la siphonner à bas prix. Bien évidemment, la Chine obtient les hydrocarbures, le pétrole à $65 plutôt que 120, et nous, occidentaux, on achète le gaz de schiste aux US à 5 fois le prix de gaz. Bien sûr. Donc on se fait plumer des deux côtés. Bien sûr. Russie et Europe se font plumer. Mais ça veut dire que ça n'ira pas jusqu'à un soutien militaire. Non, il y aura certainement pas de soutien militaire. Même livraison d'armes, livraison de munitions, choses comme ça. Ce qu'il va y avoir, c'est des deals pétroliers qui font que les US vont lancer des sanctions contre la Chine. Mais ça, il faut sans doute attendre 2024, quand le président Trump reviendra. Il y aura une politique de containment, comme ils disent, très très forte, jusqu'à ce que la Chine s'enferme dans un capitalisme d'État. C'est 1980, la guerre d'Afghanistan, qui débouche en 89 sur la chute du mur. Donc là, l'idée, c'est de faire du containment, la Chine, à partir de 2000. Là, pour l'instant, il n'y a pas besoin de taper sur la Chine, l'économie est au trou. Donc les États-Unis attendent que l'économie remonte, et là, ils vont leur couper toute la tech américaine, sur laquelle la Chine ne peut pas se développer. Ça va être très dur. Il y aura sans doute une intervention sur Taïwan. Et ensuite, la Chine va développer... Mais non, tu peux pas me dire... Donc, j'entends le quand Trump reviendra. OK. Mais tu peux pas me dire il va y avoir une intervention sur Taïwan après ce qu'ont dit les Américains. Mais bien sûr que si. Surtout si c'est Trump qui est là à ce moment-là, d'ailleurs. Quel est le principe ? Le président Xi va avoir un troisième mandat, ce qui n'est pas prévu, normalement, par les us et coutumes. Et son argument, c'est quoi ? C'est de dire, naturellement, il y a beaucoup de contre-pouvoirs en Chine. Il n'y a pas une Chine, mais il y a deux Chines. Il y a la Chine des réformateurs et la Chine des conservateurs. C'est comme chez nous, tout le monde n'est pas d'accord. Et son argument, c'est de dire qui a eu un troisième mandat au XXe siècle alors qu'il n'y avait pas droit normalement ? C'est Roosevelt pendant la guerre. Parce qu'il a dit c'est la guerre. Et donc, le président Xi dit à tout le Politburo, à tout le Congrès, il n'y a que moi qui peux faire la guerre contre les Américains et il n'y a que moi qui peux ramener Taïwan. Donc, Taïwan fait le troisième mandat. Et le troisième mandat fait Taïwan. Ça ne veut pas dire que ça va être militaire. D'accord. Mais juste, Taïwan a 15 jours de réserve de LNG et 90 jours de réserve de pétrole. 90% vient par bateau. Donc il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir ce qu'on peut faire pour encercler Taïwan sans faire la guerre. Donc il va y avoir une coercition et ça va se passer à un moment. Bon. Naturellement, c'est pas garanti, mais c'est une hypothèse de travail à partir de laquelle. J'entends. Et alors, c'est ce qui sous-tend de toute façon tout ce qui se passe en ce moment, c'est ce fameux. Donc c'est quoi ? C'est congrès du Parti communiste chinois qui aura lieu en octobre-novembre. Voilà. Et qu'il va falloir regarder très près pour comprendre ce qu'on appelle le comité permanent. Donc il y a 6 personnes autour de Xi Jinping qui dirigent. Savoir qui sont ces 6 et qui sont tous à la botte de Xi Jinping, ou est-ce qu'il y en a par exemple 3 à sa botte et 3 qui représentent l'opposition après le confinement de Shanghai, qui a montré que si on laissait Xi faire ce qu'il voulait, la consommation faisait moins 11% au mois d'avril. Et ça, en Chine, c'est pas possible. Voilà, et on revient sur ces chiffres de chômage des jeunes, qui sont quand même absolument très préoccupants pour eux, j'imagine. C'est une source de tension sociale qu'ils ont du mal à tolérer. Officiellement, ils sont 25% chez les jeunes, enfin 15%. En réalité, on est sans doute à un tiers ou la moitié. Ouais. Et puis surtout, vous êtes embauché à $700 par mois. C'est pas 7 000 $. Mais donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, alors comme on dit dans les journaux télévisés, au cœur de la cité interdite, il y a aujourd'hui des luttes d'influence. Ah mais bien évidemment. Fortes. Elles n'ont jamais cessé, David ? Il y a toujours eu des luttes d'influence. Et je dis, mais elles sont à l'intérieur du parti, elles sont entre Pékin et les régions, elles sont entre la jeunesse et
le gouvernement, elles sont à l'intérieur de la jeunesse entre ce qu'on appelle les Gen Z et les millennials. Les millennials, donc les gens qui ont 25-40 ans, ils ont été élevés de 2000 à 2015 quand la Chine s'est ouverte. Voilà. Donc ils sont très ouverts d'esprit. Ouais. Ils ne sont pas occidentaux, mais ils sont très ouverts d'esprit. Les Gen Z, ceux qui sont 15-25 ans, ont toujours connu la Chine contre Trump. Et donc ils sont anti-américains et ils sont loups guerriers à dire « je suis prêt à tous les sacrifices pour qu'on gagne » contre les États-Unis. C'est pour ça que vous avez 25 millions de personnes qui ont été enfermées à Shanghai, à qui on n'a pas donné de la nourriture tous les jours, pour dire, mais vous savez, en période de guerre, c'est normal qu'on n'ait pas à manger tous les jours. Donc ce qui vous semble... Ça, c'est ce qui se disait, ça c'est ce qui se disait, parce que tu y étais à ce moment-là, de toute façon. Parce que c'est pas nous ce qu'on entendait, nous, c'est pas les échos qu'on a eus. Les échos qu'on a eus étaient, mon Dieu... Le président Macron dit, quoi qu'il en coûte, le président Xi dit à sa population, quoi qu'il vous en coûte, mais avec ça, on va gagner contre les Américains. Excellent. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte. Et ça parce qu'on est sur une partie de la population chauffée à blanc contre les Américains, c'est pas prendre le risque d'allumer un nouveau Tiananmen. 2020-2035, Chine moderne. 2035-2049, Chine prospère. 2049, Chine numéro 1 mondiale. Et vous tenez toute une population... Parce que ce qu'on a pu en Europe, hein, il y a un objectif commun pour les enfants, la génération d'après, et je suis prêt à tous les sacrifices. Extrêmement difficile à comprendre pour nous. Ouais, mais tu l'expliques remarquablement bien, sauf que s'il y a cette pression sur la tech, s'il y a cette pression sur les jeux vidéo, s'il y a cette pression sur Alibaba, c'est quand même que c'est pas aussi simple et qu'il a peur d'effets de bord quand même. Il veut reprendre le contrôle là-dessus. Le mot clé, contrôle. Donc, j'accepte un très fort ralentissement économique. La Chine va croître maintenant de l'ordre de 2 d'ici à la fin de la décennie, c'est 2 à 3%. C'est un pays comme les autres. Donc, c'est la fin des 40 glorieuses, 1980-2020, fin de l'endettement massif. J'emprunte et j'achète des pompes Gucci, des baskets à $1000, c'est terminé. Et comme me disait un de mes amis ici à Paris, il me disait, on pourrait peut-être aussi en France signer la fin des 30 glandeuses. Et donc, la Chine, c'est la fin des... C'est pas 40... au programme, David. Je connais pas bien la Chine, mais je connais bien, c'est pas au programme. La Chine, c'est la fin des 40 en disant on doit se restructurer parce que y a que comme ça qu'on va gagner contre les États-Unis. On peut plus vivre d'endettement. Donc, l'endettement chinois, privé plus public, 270% du PNB, il est capé depuis 2017. Donc, c'est pour ça que ça ralentit. Nous, si on n'avait pas mis 25 points de dette durant le Covid, évidemment, voilà. On serait par terre. C'est ce qu'a fait la Chine. Évidemment. C'est ce qu'a fait la Chine. En disant, on ne va pas au-delà. Donc après, et l'ajustement, il va être monétaire. Mais alors attends, parce que moi, j'ai pas oublié ta 4e crise, qui est, on sait ce que c'est que des crises immobilières. Il va falloir qu'il la traite quand même, cette crise immobilière. Et cette crise immobilière, elle ne peut se traiter qu'en rachetant les dettes. Elle ne peut se traiter qu'avec des injections monétaires assez massives quand même. Étendre et prétendre. C'est ce que fait le private equity aujourd'hui chez nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir une différence entre ce qu'on appelle les tier 1 et tier 2, donc tier 1 et tier 2, donc les grandes villes, où chaque Chinois rêve d'acheter un appartement à Pékin ou Shanghai, même s'il est surévalué. Et par contre, ce qu'on appelle les tier 3, tier 4, donc les provinces reculées, là, il y a un ajustement massif de l'ordre à 30 à 40%. Et donc on va détruire le capital, on va faire des write-off, on n'a pas le choix. Oui, mais ça veut dire surtout que c'était l'effet richesse qui tirait la consommation. Ouais. Et donc ça veut dire que la consommation de masse va décevoir en Chine. La réalité va être exactement l'inverse du gouvernement. Aucun rééquilibrage par la consommation, de l'accélération de la consommation intérieure, ça n'aura pas lieu. Et au contraire, c'est l'Allemagne. Et au contraire, des champions mondiaux exportateurs autour de 2 thèmes, l'automatisation et la décarbonisation. Donc ce qu'on voit dans le solaire, ce qu'on voit dans la batterie électrique, où ils sont en train de construire des champions mondiaux qui vont être semi-étatiques. Et ça, c'est dangereux pour nous. Et pour tenir, il faut que vous teniez votre population, d'où un État de plus en plus autoritaire. Et voilà, c'est ça. État autoritaire, et on fait passer la pilule par l'état de guerre, l'Amérique veut nous détruire, etc. Et le grand renfermement. Et on a un objectif commun. Donc, une situation très complexe et grave, j'allais dire, c'est très instable plutôt que grave. Parce qu'en même temps, ils ont les meilleurs entrepreneurs privés du monde. Donc c'est ça qui fait tourner le pays. S'ils leur coupent les jambes, les gars qui voient, il est où Jack Ma là, on le revoit, on le revoit pas, etc. Jack Ma, tout le monde le déteste, parce que la manière dont il traitait les PME, vous ne trouvez pas une personne pour défendre Jack Ma en Chine. Mais c'est par contre
tout ce qui fait le tissu industriel de toutes les petites PME qui aujourd'hui sont à sec, n'ont plus de trésorerie et à qui les banques n'ont pas prêté. Donc c'est pour ça qu'il y a un chômage sous-jacent qui est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut impérativement que ça reprenne. Et vous aurez noté que depuis le mois d'avril-mai, le news flow marginal est positif et que les choses progressent de manière séquentielle. Sauf qu'il va se retrouver comme nous avec le variant du variant du variant. Et que s'il est toujours obsédé par le zéro Covid, il va être à nouveau obligé de casser son PIB et de détruire. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est chinois, on dit on va faire un zéro dynamique Covid. C'est-à-dire que vous dites tout et son contraire. Et ils vont s'adapter comme l'a fait Shanghai jusqu'il y a quelques mois. Merci David. David Bavrez. Comme ils disent dans le Sud, on n'a pas le cul sorti des ronces. Voilà. David Bavrez, donc, qui était avec nous sur Bismart.